Quand j'étais en quatrième au lycée Fénelon, nous étions en 1933, oui, au lycée Fénelon. Et c'est notre professeur d'allemand, Madame Ansley-Eustache, qui a commencé à nous parler et à nous expliquer ce qu'était Hitler et le nazisme. Et en 1933, c'était l'année où Hitler avait tous les pouvoirs. C'est donc dès l'âge de 13-14 ans que j'ai su ce qu'était le nazisme à fond, je dirais. Et comme j'ai eu le même professeur d'allemand, Madame Ansley-Eustache, jusqu'en première inclus, c'était en deuxième langue, je ne pouvais pas ne pas faire automatiquement, congénitalement, de la résistance. Quand la France était envahie, pour moi, ce n'était pas l'Allemagne qui envahissait la France, c'était le nazisme. Et sachant ce qu'était le nazisme, il était impensable de ne pas réagir. Alors, ça s'est passé de la manière suivante, c'est Hélène Vianney, Hélène Mortkovitch, qui était l'assistante du professeur Luto à la fac des sciences, laboratoire de géographie physique, géologie dynamique. Je faisais aussi en même temps chimie génie. Hélène arrive très tôt, là, dans le mois d'octobre, j'étais aide-bibliothécaire et étudiante. Et me dit, Philippe veut faire quelque chose, il m'a demandé, mais je ne veux pas intervenir seule, qu'est-ce que tu en penses? J'ai haussé les épaules pour lui dire, mais évidemment. Je ne concevais pas qu'on ne puisse rien faire. J'arrive un jour, le chimie génie, on est 300, hein, dans les amphis de 300. Et j'arrive par le bas de l'amphithéâtre et j'ai vu ce spectacle qui est imprimé dans ma tête, 300 blouses blanches, et dans les 300, il y en avait 90%, si ce n'est pas 95%, qui s'étaient mis l'étoile jaune sur la blouse blanche. Je regrette, il n'y a pas d'appareil photo de ça, ça ne s'est fait qu'une fois, je ne l'ai vu qu'une fois. Donc les résistants, véritablement, sont à la Sorbonne. Les jeunes résistent, sont les premiers à résister. Je crois que dans tous les pays du monde, ce sont toujours les étudiants qui ont commencé, un peu partout. Donc vous rencontrez donc en décembre, vous dites en octobre, Philippe Vianney, qui veut faire quelque chose. Philippe était étudiant, il était philosophe, enfin à la fac des lettres donc, et en ces temps-là, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais en ces temps-là, les agrégatifs de philo devaient avoir un certificat de la fac des sciences. Alors, et ce quelque chose qu'il veut faire, que vous voulez faire, c'est quoi? Alors, Hélène Mortkovitch, qui avait une machine à écrire, déjà recopiait des tracts. Bon, nous, on trouvait que les tracts, ça n'avait pas assez de sex appeal, si je peux dire. Hein. Ça pouvait trop facilement être roulé en boule, jeté dans un ruisseau. On a donc décidé de faire quelque chose qui se tiendrait. Donc un journal, un petit journal, pour que les réactions, quand ça circulerait, ne soient pas d'être jetées, mais d'être lues et d'être passées à d'autres. Moi, je n'écrivais pas du tout à l'époque, depuis je me suis rattrapée un peu. Mais ils m'ont demandé de m'occuper de la partie technique. Parmi nos camarades, et entre autres mes camarades de PCB, il y avait Louis Pascano. Et la maman de Louis Pascano travaillait au ministère de l'Agriculture. Et dans son service, il y avait une machine avec un grand rouleau. Alors Philippe, imperturbable, a décidé qu'il fallait la récupérer. Il a donc organisé l'enlèvement, je n'ai pas osé dire le vol, l'enlèvement de la machine à écrire à grand rouleau, car c'était nécessaire. Et c'est effectivement en plein milieu de journée que Philippe et celui qui était avec lui, je crois que c'est Robert Salmon,
sont allés dans le bureau où il y avait une machine avec un grand rouleau, l'ont mis sous le bras, sous la couverture, et très normalement, au milieu de la foule, l'ont emporté. Nous avons été rejoints par les volontaires de la liberté. Et il a fallu augmenter le tirage à ce moment-là. On a commencé à 5000, hein. C'était pas grand-chose, mais c'était beaucoup plus que quelques centaines que d'autres petits mouvements faisaient. On tirait déjà à 5000. Ce qui fait qu'il a fallu augmenter le tirage de manière importante. Et c'est à ce moment-là que Philippe décide, avec l'avis et le soutien de Marcel Lebon, de faire de la typographie, parce qu'il lui était impossible de tirer un fort tirage sur des caractères d'imprimerie qui se seraient usés. Donc, déjà, il met en place une clicherie, de manière à tirer des clichés à partir des formes. Philippe était extraordinairement doué au point de vue mécanique, parce que en 2-3 demi-journées, il a su tout faire, hein. Moi, je regardais ça avec des yeux agrandis. Donc, vous faites ça la nuit, dans une chambre de bonne, vous avez des complicités, des gens qui... J'ai monté une équipe. J'ai monté une petite équipe. Il y avait Adrienne Casajus, qui était prof de maths, qui était une amie de ma sœur aînée, qui appelait les caractères en italique les petits airs penchés, quand il fallait qu'on se joigne. J'avais une camarade du lycée Fénelon que j'avais récupérée, Juliane Migneret, qui n'est plus de ce monde, et puis 2-3 autres. Donc vous travaillez la nuit et le jour, vous êtes étudiant à la Sorbonne? Oh, on dormait 2-3 heures. Enfin, moi, je dormais 2-3 heures. Une fois que les journaux sont imprimés, qui les distribue? Alors, la toute première équipe d'origine, nous étions une petite dizaine, nous avions simultanément, il y avait les rédacteurs, il y avait donc Hélène, moi-même et d'autres, des camarades d'Hélène, nous avions monté des premières chaînes de diffusion et nous étions efforcés de les monter de manière à gouverner la diffusion. Alors, moi j'avais lu pas mal de livres sur les révolutions de 17, là, en URSS, enfin ça s'appelait la Russie, je crois, ou l'URSS. Bon, on avait pris le système connu dans les militants, chez les militants communistes, que chacun en ait 3, que chacun des 3 en ait 3, mais nous autres, en tout cas dans mes réseaux, j'avais limité à 4 niveaux, pas plus. Et pour vérifier le délai de transmission des journaux, je m'étais recatapultée au 4e niveau. Parce qu'on voulait qu'en 2 heures d'horloge, tout le monde ait ses exemplaires de tirage. C'est vous-même qui allez les distribuer dans le métro, dans la rue, sur les marchés? Il y a eu des équipes montées pour ça. Moi, je l'ai fait. Nous avons fait une distribution publique avec Hélène et 2 autres, je crois. Nous étions à bicyclette. Et nous avons choisi, pour faire cette distribution de la main à la main, nous avons choisi une rue en pente. Alors, elle partait du Trocadéro, je crois que c'est l'avenue Marceau. Parce que l'avenue Iéna, c'était pas suffisant comme pente, pour pouvoir se disperser en vélo et séparément les uns des autres, ne pas partir ensemble. Mais autrement, comme j'avais la partie technique, j'ai absolument refusé par la suite d'être lié à des mouvements de ce genre, à des actions de ce genre. Et aucun des miens, de mes ateliers, ne devait, je leur avais interdit de travailler pour d'autres réseaux, d'autres mouvements. S'il y avait une faille dans la composition, on était à la base du journal quand même. Hein. Enfin, c'était peut-être les rédacteurs à la base. Des rédacteurs, ça se remplace, mais des équipes techniques, c'est pas pareil. Il y a du matériel. Le journal Défense de la France prend de l'ampleur. Les volontaires de la liberté vous aident à le distribuer.
Et vous continuez toujours vous continuez à l'imprimer où? Dans les chambres de bonne? Dans le sous-sol de la Sorbonne? Alors, c'est à cause des volontaires de la liberté qu'on a dû créer les clichés. Et on a eu, j'ai eu 3-4 imprimeries qui fonctionnaient en parallèle, grâce aux clichés, pris à partir de la première forme. Cette distribution, cette fabrication, ce sont des risques. Est-ce que vous pensiez à cette époque aux risques? Moi, j'ai toujours été femme d'action. Je suis née enfant d'action, je crois. C'est-à-dire que j'étais pas une activiste. Hein. Dieu sait que je me grattais, m'étalais les doigts de pied au soleil. Ça allait très bien avec. Mais étant femme d'action, on ne se pose pas de questions. Dans l'action, on ne se pose pas de questions. On fonctionne. Et ça fonctionne. On fait ce qu'il faut. On est presque, je ne sais pas s'il faut dire qu'on est presque possédé. On n'a jamais eu de fausses notes. On fait ce qu'il faut. Vous avez été obligé de déplacer vos ateliers plusieurs fois? Ça s'est fait, oui. Ça s'est fait. D'abord parce qu'on a augmenté. Alors à un moment donné, je crois que c'est en 42-43, mon PC était à l'asile. Ce que nous appelions l'asile, c'était une école, un jardin d'enfants. C'était Marlise Gutmann, une Alsacienne, qui était la jardinière d'enfants. Son appartement était au-dessus des salles de classe. Et elle nous a donné une des grandes pièces qui faisait toute la largeur du bâtiment. C'est au 11 rue Clock à Clichy, dans le fond d'une cour. Et entre le jardin d'enfants et la rue, il y a le bâtiment de l'école primaire. Et là, il y a eu un coup dur parce qu'un jour, Marlise a malheureusement fait une carte d'identité à une Alsacienne qui, au bout de 12 heures d'interrogatoire, a lâché qui l'avait fait. On a vu la Gestapo arriver. Bon, j'ai pu en faire partir par les toits, par la fenêtre. Moi-même, j'ai pris une partie du matériel, j'ai pu partir aussi. Et là, je l'ai laissé entre les mains de la Gestapo. Mais il a bien fallu déménager après. Hein. Geneviève a rendu de très grands services, d'abord parce que, en ces temps-là, dans les 2 premières années, il y avait des biographies ou des bruits absolument faux sur le général de Gaulle, lancés par Vichy et par les Allemands. Et comme dans toutes les calomnies, il y a toujours quelque chose qui en reste. Et Geneviève a pu décrire son oncle à Philippe Vianney, donc l'animateur de Défense de la France, et comme nous tous, on ne savait pas pour le général, hein, on n'avait pas de contact. Bon, il y en avait quelques-uns qui suivaient, Robert Salmon suivait, ou les parents de Robert Salmon pouvaient suivre la radio anglaise, pouvaient l'écouter. Je crois que la première grande biographie, le premier grand article sur le général de Gaulle, c'est Geneviève de Gaulle qui l'écrit et qui paraît dans Défense de la France. Oui, oui. Ça a paru en 2 numéros, en 2 fois. Et c'est parce que elle a pu rectifier l'information pour son oncle. Il y a un autre personnage que vous rencontrez, très emblématique, extraordinaire, c'est Jacques Lucéran. Jacques Lucéran, qui était donc aveugle. Et malgré son handicap, il rentre dans la résistance. Non seulement il rentre dans la résistance, mais il va jusqu'au bout de ses études. C'est l'animateur, c'est l'âme des volontaires de la liberté. Et il a été l'âme, ensuite il a été donc à Défense de la France, et il est responsable de tous les réseaux de diffusion. Paris, région parisienne et province. J'en avais eu le pressentiment. J'ai souvenir que le matin, je me suis allant en vélo
dans mon local. Je profitais de chaque tour de roue, j'ai roulé très lentement. C'était le printemps, enfin c'était l'été, entre le printemps et l'été. Je savais que ça serait pour ce jour-là. Et j'ai souvenir de m'être dit, si on arrive à 6h30, à 18h30, enfin j'ai dû me dire 6h30, si on arrive à 6h30, on est sauvé. La PJ était là à 6h15. On a d'abord 8 jours au palais de justice, 8 ou 15 jours, je ne me rappelle pas. On était donc dans les sous-sols du palais de justice, la grande salle dont le nom m'échappe, avec des droits communs d'ailleurs. Et c'est le flic qui faisait les 100 pas. Il y avait juste un soupirail qui donnait derrière le palais de justice sur la place. Alors on voyait juste ses pieds, on voyait jusqu'à les chevilles, c'est tout. C'est lui qui, à un moment donné, a arrêté ses 100 pas, s'est penché au soupirail et nous a crié, il y a eu le débarquement, on était le 6 juin. Alors on a chanté la Marseillaise. Combien de fois on a chanté la Marseillaise en prison? Vous êtes libéré le 17 août, un peu dans la nuit du 16 au 17 août, on nous ouvre les portes. Et on nous fait partir une à une ou au maximum 2, on nous demande de nous disperser. Alors j'aboutis chez des amis résistants, bien entendu, dans le 14e arrondissement. Et puis le lendemain, j'avais rejoint le maquis de Seine-et-Oise et Philippe m'a fait faire tout de suite une mission le long de l'Oise. Une mission d'agent de liaison? Une mission d'observation. Il s'agissait d'identifier les troupes. J'ai fait plus de 10 km. J'étais pas contente. Je montais jusqu'à Auvers-sur-Oise. J'étais pas contente. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais quand même une jeune fille. Et les Allemands, ils étaient tous à poil en train de se baigner dans l'Oise. Qu'est-ce que je pouvais faire? Entrer dans les bâtiments pour voir leurs écussons, leurs uniformes. Oh là là! Je n'avais pas l'habitude de faire des scènes, mais je lui dis ce que j'en pensais quand même. Il savait pas quoi faire de moi en réalité. Alors, les souvenirs du mois d'août, eh bien, ils sont un peu fracassants. Parce qu'on recevait des éclats d'obus de tous les côtés. Enfin, Philippe était commandant. Et il avait pour mission d'être toujours entre les troupes allemandes qui reculaient et puis et les autres qui avançaient. Conclusion, on était toujours canardés des deux côtés. Puis vous regagnez Paris? Alors, Philippe m'envoie en mission à Paris. J'y vais à bicyclette par la porte de la Chapelle. J'arrive dans un cinéma où il y avait des orateurs, là, en haut de l'estrade. Alors, comme j'étais chargée de les empêcher de parler, parce qu'il y avait déjà des réactions très personnelles et pas du tout au service de la France, disons, ben, je ne me suis pas fatiguée, je suis allée m'asseoir au premier rang, ça m'a coupé la chic. Je ne vous donne pas de nom parce que c'est préférable. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir catalyser chez les jeunes les réactions de faire face. Faire face pour faire ce qu'il faut dans les circonstances que l'on vit. Et ne pas se perdre en... J'ai jamais tiré de plan sur la comète. Il y en a qui... ceux qui préparent leur action en disant « oui, mais il y a si... » Moi, je traduisais en disant, parce que j'étais femme d'action, probablement, je ne sais pas comment il faut l'expliquer, ça fonctionnait. Je savais ce qu'il fallait faire et puis voilà. Et je le faisais faire aussi, mais j'avais de la poigne. Ça, c'est vrai.